Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découvert. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Gilles Mouek. Bonjour, vous êtes chef économiste du groupe AXA, responsable de la recherche d'AXA IM. On a évidemment plein de sujets, les États-Unis, la coalition allemande, Bruno Le Maire qui est en ce moment en train de parler depuis le Sénat. Évidemment, Trump a gagné, on est quasiment sur un strike. On attend la Chambre des représentants, mais il a déjà une avance très claire. Présidentielle gagnée, Sénat gagné, et puis hier soir, patatras, côté européen, on a eu cette coalition allemande qui s'est fracassée. Est-ce que pour vous, il y a plus de risques dans cette question allemande que dans cette question américaine ? Non, pas vraiment, parce que cette question allemande, en fait, c'est la poursuite d'une situation de blocage dans laquelle on est déjà depuis plusieurs mois. La coalition allemande ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, ne parvient pas à trouver une réponse budgétaire et macroéconomique aux défis actuels de l'Allemagne pour des questions de division interne. On aboutit là à une situation vers une sortie lente de situation de blocage avec une motion de confiance en janvier, peut-être une élection en mars. Donc on va plutôt vers une clarification. Cette situation de blocage, elle est un vrai problème macro pour l'Europe parce que ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas... Donc c'est plutôt de bonnes nouvelles. En tout cas, on se dirige vers quelque chose qui pourrait être une clarification à un rythme allemand, au rythme des institutions allemandes. C'est-à-dire qu'on en arrive aujourd'hui à effectivement l'éclatement de la coalition, mais le vote n'intervient qu'au mois de janvier, donc dans 3 mois, et le vote aux élections législatives, donc ce qui permettra effectivement la clarification, n'interviendra qu'au mois de mars. Donc on a encore 6 mois sans pouvoir véritablement compter sur une réponse macroéconomique forte de la première économie de la zone euro. Donc on va à petits pas et très doucement vers peut-être une clarification, selon le type de coalition que l'on aura en mars. Et ce qui voudrait dire peut-être une relance allemande courant 2025, parce que ce qui fait exploser cette coalition, c'était la position des libéraux qui étaient absolument contre le fait de revenir sur le frein à l'endettement. Le Schwarz-Null était très important pour Christian Lindner. Olaf Scholz et une grande partie de la classe politique allemande aujourd'hui souhaitent bien assouplir un peu ces règles budgétaires allemandes très strictes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut espérer peut-être un peu de relâchement sur les finances publiques allemandes l'année prochaine ? Alors, il y a 2 étapes. Il y a une première étape qui est que l'Allemagne doit voter son budget pour 2025, de toute manière, quels que soient les soubresauts politiques actuels. Et ce que Scholz a révélé hier soir en annonçant la sortie des libéraux, c'est qu'il a proposé de suspendre justement pour une année supplémentaire ce fameux frein à l'endettement. Donc ça veut dire qu'il y a une ouverture sur une politique budgétaire effectivement un peu plus active. Donc ça, c'est pour le budget 2025. Peut-être, on verra quelle sera la réponse des autres partis. Et effectivement, une fois que l'on aura une nouvelle coalition à l'issue des élections du mois de mars, peut-être le début d'une réflexion sur une révision constitutionnelle qui permettrait de sortir complètement de ce frein d'endettement qui se révèle quand même complètement toxique. Oui. Les difficultés économiques allemandes aujourd'hui ne se résolvent pas entièrement par des dépenses publiques, mais pendant que l'industrie allemande est en train de faire sa conversion, de sortir de sa surdépendance, par exemple, vis-à-vis de la Chine, eh bien, pourquoi ne pas utiliser cette marge de manœuvre budgétaire qui est extrêmement forte pour faire la soudure, pour tenir les quelques mois, les quelques années qui vont être nécessaires pour permettre cette réorientation. C'est ça qui se joue, et j'ai l'impression que le débat allemand a quand même bougé dans cette direction-là. Des gens qui étaient absolument arc-boutés sur la Schwarz-Null, aujourd'hui réalisent que voilà, il faut trouver des accommodements, mais encore une fois, pas de clarification avant le mois de mars. Mais est-ce que l'Europe a le temps d'attendre tous ces mois et de prendre ce temps allemand ? L'Europe n'a jamais le temps, mais l'Europe prend le temps, parce que c'est la manière dont nos institutions fonctionnent. À très court terme, de toute manière et comme d'habitude, la seule institution européenne qui peut apporter une réponse rapide aux défis dans lesquels on est aujourd'hui, par exemple, si nous devons faire face à des droits de douane américains, c'est la BCE. Et c'est ça l'arme entre guillemets qui reste très efficace dans le cas européen, c'est que pour le coup on a une institution qui fonctionne de manière quasi fédérale, dans laquelle on ne passe pas des mois à négocier un deal entre États membres. Et depuis quelques mois, on a quand même une réactivité de la BCE qui me paraît assez rassurante. Il ne faut pas oublier quand même que la BCE, même si ensuite son discours peut-être manqué de clarté, mais la BCE a pris le risque de commencer à baisser ses taux au mois de juin, donc n'a pas attendu la Fed
pour baisser ses taux. Certes, elle n'a pas utilisé l'arme des 50 points de base de baisse comme l'a fait la Fed, mais moi je m'attends dans les mois qui viennent à une accélération de la baisse des taux. Contrairement aux voix de la BCE qu'on entend dernièrement disant qu'on ne va pas accélérer. C'est le combat habituel auquel voilà, on peut pas y échapper, ce combat habituel entre faucons et colombes. Mais le fait que la baisse des taux, la dernière, a été obtenue de manière unanime au sein du Conseil des gouverneurs est quand même intéressante. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui, 3 semaines avant, expliquaient partout que l'idée de baisser les taux à chaque réunion du Conseil des gouverneurs était une mauvaise idée, était en fait une exagération, une réaction exagérée à la situation écro. 3 semaines plus tard, les mêmes votent de manière unanime pour 2 baisses de taux coup sur coup. Je pense qu'on n'est pas si loin que ça, en fait, d'une réalisation chez beaucoup de faucons de la BCE, que, le combat contre l'inflation est effectivement en passe d'être gagné. Dans beaucoup de pays membres de la zone euro aujourd'hui, on n'est pas à 2%, on est en deçà, et on est très en deçà dans un certain nombre de cas. Et on est face quand même à une situation nouvelle. Moi, un point que je trouve très important dans ce qui se passe depuis quelques semaines, parce que ça ne date pas d'hier et de la victoire de Donald Trump, c'est le fait que depuis que les sondages ont plutôt tourné en faveur de Trump à partir du 18-19 octobre, on a eu une certaine poussée sur les taux longs, non pas simplement les taux longs américains, mais aussi les taux longs européens. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de contagion. La manière de répondre à cette contagion, qui viendrait d'une politique budgétaire trop laxiste aux États-Unis, c'est d'aller plus vite dans la baisse des taux courts. Et je pense que là, il y a une situation nouvelle à laquelle la BCE ne peut pas ne pas répondre. Il faut effectivement, on revient sur l'élection américaine qui est quand même aussi l'événement cette semaine. La réaction des marchés a été diamétralement opposée entre les États-Unis, où ça a été booming, plus 3% en un jour, et les marchés européens qui ont réagit très bien. Est-ce que c'est le reflet de ces deux économies aujourd'hui? Est-ce que c'est le reflet du déclin de l'Europe face aux États-Unis? Je ne sais pas si c'est le reflet du déclin. Je pense que c'est le reflet d'une vraie grande différence de sensibilité au commerce international. Les États-Unis restent une économie relativement fermée. Même si je suis absolument persuadé que les droits de douane, à la fin, finiront par être payés par le consommateur américain, que c'est une mauvaise nouvelle, in fine, pour l'économie américaine, à court terme, le stress est plutôt sur les secteurs et les régions exportatrices. Eh oui. Donc l'Europe. Dont l'Europe. Et pour moi, c'est pas tant le choc éventuel de droits de douane américains sur nos produits européens vendus en Europe, enfin vendus aux États-Unis, pardon, c'est plutôt la possibilité que les 60% de droits de douane dont on parle aujourd'hui aux États-Unis sur les produits chinois, par effet de ricochet, deviennent très toxiques pour notre économie. C'est-à-dire que la Chine va déverser ses produits chez nous, ne pouvant plus aller aux États-Unis. Alors il y a 3 canaux. Il y a celui que vous mentionnez, effectivement, 60% de droits de douane, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'entreprises chinoises qui vont être de facto exclues du marché américain. Deuxième canal, le taux de change. On raisonne souvent en faisant l'hypothèse que, pour des raisons historiques compliquées, la Banque centrale chinoise cherchera toujours à maintenir une certaine vigueur de sa devise vis-à-vis du dollar. Ils ne l'ont pas toujours fait. Et là, lorsque vous prenez 60% de droits de douane, ça peut vous faire réfléchir sur la nécessité peut-être de laisser votre devise dériver. Donc ça, ce serait une mauvaise nouvelle pour les exportateurs européens. Et puis, le troisième élément, c'est tout simplement le fait que sur les marchés tiers, nous allons être en concurrence directe avec un opérateur chinois qui va avoir une vraie envie de compenser ce qu'il ne fait pas sur les États-Unis, et puis tout simplement ce qui peut se passer sur la demande intérieure chinoise. Le marché, tous les 3 jours, a une vague d'enthousiasme devant des annonces possibles d'un stimulus budgétaire chinois. Attendons de voir, mais historiquement, on n'a jamais réussi à avoir en Chine de décorrélation entre la demande intérieure et les exportations. Si les exportations chinoises vont mal, la demande intérieure chinoise aussi ira mal et nos exportateurs souffriront. Pour vous, en tout cas, la politique de Trump, elle est inflationniste pour des raisons de droits de douane, pour des questions migratoires aussi, mais est-ce qu'elle est récessionniste à la fin ? Elle est probablement in fine récessionniste, mais pas tout de suite. Parce qu'effectivement, tout dépend du séquençage de cette affaire-là. Et beaucoup va dépendre d'ailleurs des derniers résultats sur la Chambre des représentants. L'impression que j'ai, c'est que quand même on va être en full sweep et que il reste 9 sièges. Il reste 9 sièges. Et que à avoir du côté républicain pour avoir la majorité. Ils sont très en avance.
Si les Républicains arrivent à 218 sièges, arrivent à la majorité, là, on peut avoir une politique budgétaire expansionniste qui, en tout cas à court terme, va probablement soutenir effectivement la croissance américaine. La question derrière, ce sera la réactivité de la Fed. Et pour moi, c'est ça aussi qui se joue dans les mois qui viennent. On attend la décision de la Fed là, de sa réunion. Mais on a une Fed à qui on va expliquer réduction de l'immigration. Or, sans les 2% d'augmentation de la main-d'œuvre américaine l'année dernière due à l'immigration, on n'aurait jamais eu l'atterrissage de l'inflation qu'on a connu depuis plusieurs mois. Donc ça disparaît. Deuxième élément, sans doute politique expansionniste sur le budgétaire. Troisième élément, droit de douane. Est-ce que vous avez envie de baisser les taux très fortement? Probablement non. Donc, in fine, on arrive sans doute effectivement à un ralentissement de l'économie américaine. Mais ça peut mettre effectivement plusieurs mois, plusieurs trimestres avant de se matérialiser. Merci beaucoup Gilles Mouek d'être venu ce matin sur l'antenne de BFM Business.